Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est la première fois que nous venons dans cette salle. Normalement, nos conférences se tiennent à l'espace Garibaldi. Mais comme nous avons pu profiter de la venue de M. Alex Kahn ici Axel Kahn, pardon, au Festival du Livre ici, donc nous avons saisi l'opportunité et je tiens à remercier le président du conseil départemental, M. Ginesi, et monsieur le député Ciotti de nous avoir bien voulu nous prêter cette salle écart, qui est une belle salle et qui nous permet de tenir la conférence ce soir. Elle est à nous, cette salle. Bien sûr, mais bon, c'est lui qui la gère. Alors, peut-être deux recommandations. La première, habituelle, veuillez bien éteindre vos téléphones portables. Et puis, donc, vous rappelez que nous retournerons à Garibaldi le 20 juin prochain. Notre prochaine conférence se tiendra donc le 20 juin prochain à l'espace Garibaldi à 18h30, où le thème sera « Ils ont tué Roussel, un intellectuel dans la tourmente de la Commune de Paris ». Et c'est le professeur Robert Charvet, ancien doyen de la faculté de droit, qui tiendra cette conférence. Donc ce soir, nous recevons M. Axel Kahn, qui est médecin, généticien de formation, mais qui est l'auteur aussi de nombreux livres de vulgarisation et de réflexion, notamment philosophiques et éthiques. Il est membre du Conseil consultatif national d'éthique et préside le groupe de réflexion sur l'éthique de la Ligue nationale contre le cancer. Ligue dont d'ailleurs, je pense qu'il est candidat pour être le nouveau président de la Ligue contre le cancer. Le thème de sa conférence ce soir est « Demain, l'humain au milieu des robots, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ?» Il s'agit là d'un bouleversement considérable dans nos activités, dans le travail. Aussi, M. Axel Kahn, merci de bien vouloir ce soir nous parler de cette révolution scientifique. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Monsieur le Président honoraire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est la deuxième fois aujourd'hui que je donne une conférence sur l'intelligence artificielle. Une ce matin dans les beaux quartiers à l'hôtel Aston La Scala, sous l'égide de la Ligue nationale contre le cancer, d'autant plus, si vous voulez, qu'on vous l'a dit, c'est vrai, je suis candidat à la présidence de cette organisation non gouvernementale d'importance tout à fait considérable. Pensez donc, hein, ça va faire rêver certains d'entre vous. 600 000 membres. Voilà, 100 millions récoltés tous les ans et un rôle fondamental dans la lutte contre le cancer et dans l'aide aux familles, dans l'éducation à la santé, avec pratiquement une délégation de service public de la part de l'État pour mener cette tâche. Donc ce matin, j'ai expliqué ce que c'était que l'intelligence artificielle, car je me rends compte, dans l'immense majorité des endroits, on parle de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle va apporter, mais l'immense majorité des gens ont un peu de difficulté à mettre des concepts derrière ce mot. L'on m'a dit que les amis de la liberté savaient que l'on est libre, que lorsque l'on a accès à la connaissance, tout simplement parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas exercer son libre arbitre,
en connaissance de cause, et l'on n'est pas réellement libre, si ce n'est de l'ignorance, et vêtu de paille dans les tempêtes des puissants. Et puisque l'on est ici dans une association citoyenne, mais qui se veut également une association populaire d'éducation populaire, je vais avoir à cœur de faire de l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'aimerais que quand nous nous séparerons, ceux qui m'ont déjà écouté ce matin et qui réentendront certaines choses que j'ai déjà dites, comme ces choses-là sont rudes et que pour les connaître, il faut avoir fait des études, et ben, cela soit rentré un peu mieux, et que les autres, vous ayez un peu idée de ce dont il s'agit et de ce qui se joue. C'est très important de le savoir, pour qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, et que vous ne vous arrêtiez pas à des idées toutes faites, que vous ne preniez pas clé en main des slogans concernant un peu tout cela. Et c'est très important parce que, et Monsieur le Président honoraire l'a dit très justement, ce qui se joue est tout à fait considérable. À vrai dire, certes le climat est l'affaire du siècle, mais l'affaire des temps futurs, du temps moderne, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de doute, puisque cela va bouleverser tout dans les rapports humains, dans la considération qu'a l'humain de lui-même, dans les métiers, ça nous concerne, dans les conditions dans lesquelles on aura à essayer de maintenir, ou l'impossibilité qu'il y aura de le maintenir, un espace de vie privée, les conditions dans lesquelles il sera encore possible ou il deviendra impossible, contre des gens qui désirent l'empêcher d'imposer la démocratie. C'est sans doute l'ensemble de modifications qui est appelé, qui a déjà, mais qui est appelé à avoir les conséquences les plus importantes, les plus bouleversantes dans l'histoire de l'humanité depuis l'invention de l'écriture, peut-être avant. Sans doute. Tout d'abord, rappelons un peu comment tout cela est venu. Les idées, comment elles se sont articulées. La première idée derrière l'intelligence artificielle, c'est une idée qui peut sembler singulière à première vue. Est-ce qu'une machine peut être intelligente? Est-ce qu'une machine peut penser? Il n'y a pas si longtemps que cela, la question serait apparue absurde. La première fois que la question a été posée, c'est sous la plume d'un étudiant encore dans une université de Londres. C'est Alan Turing, que tout le monde connaît, qui s'est demandé si des machines pouvaient penser. Et puis Alan Turing a travaillé derrière ce concept. Il a proposé des schémas de dispositifs, de machines à penser. À l'aide de ses travaux, sa contribution à la victoire des Alliés contre la barbarie nazie a été considérable, puisque c'est lui qui a permis de casser les codes secrets des services secrets allemands. Et à partir du moment où Alan Turing a donné la clé, les services alliés ont été informés de tout ce que se communiquaient les différents étages de la machine de guerre et répressive allemande. Donc, un rôle absolument considérable, ce qui ne l'a pas empêché d'être inquiété du fait de son homosexualité par la justice, puisque l'homosexualité de ce temps-là était punie par la loi. Donc, Alan Turing est un personnage considérable qui, après-guerre, après tout ce que je vous ai dit,
propose un test pour savoir si l'on est parvenu à développer une machine vraiment intelligente. Dans ce cas, nous dit-il, si derrière un écran, un rideau, on met des humains et des machines intelligentes, un humain, des humains et une machine intelligente, et que derrière le rideau, un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs humains dialoguent avec ces sources de la discussion de l'autre côté du rideau, alors les humains devront être incapables de faire la différence entre les humains et les machines, savoir quand ils discutent, quand ils échangent avec un humain ou une machine. Si on arrive à cela, alors cela signifiera sans doute que la machine est vraiment intelligente. Cette idée-là, de la même manière que la machine de Turing, que l'électronique, après la cybernétique, qui se sont développées, cette idée-là travaille en particulier de jeunes et brillants mathématiciens et informaticiens, on ne parle pas encore d'informatique, américains, deux jeunes, John McCarthy et Marvin Minsky, qui décident de réunir une série de grands spécialistes lors de ces écoles d'été qui, aux États-Unis notamment, se déroulent dans des collèges, profitant du fait que les cours sont arrêtés. Donc au mois d'août, dans le Dartmouth College du New Hampshire, aidés par deux seniors, déjà très engagés dans cette voie de pensée, de recherche, Claude Shannon et Nathaniel Rochester, ces deux jeunes, John McCarthy et Marvin Minsky, convoquent une école d'été, 3 jours simplement. Il y a peu des 30 Américains qui sont là et qui resteront les 3 jours, mais l'essentiel de ce qui va devenir l'intelligence artificielle voit ses bases posées. Et là, il faut que je m'arrête un peu sur l'idée de ces jeunes hommes et l'idée qui se dégage de cette conférence du Dartmouth College en 1956. On commence à parler évidemment des ordinateurs. Le transistor a été inventé à la fin de la guerre. On n'a pas encore inventé les circuits intégrés, mais on a le balbutiement. Et la notion qu'il est possible de transformer des textes, de la parole, des sons, des images en théorie, en une série de signaux numériques, de nombres, 0 ou 1, dans des lampes, puis ensuite dans des transistors, le courant passe 1, le courant ne passe pas 0. Par simplement une répétition de ces 2 lettres d'alphabet, c'est un alphabet, 0 et 1, cette répétition a une signification, c'est un langage, et en ce langage numérique, on doit être capable de transformer la totalité des signaux avec lesquels vit, que peut appréhender l'humain. C'est ça le début de la pensée numérique. Mais alors, qu'est-ce que la pensée par rapport à tous ces signaux? Nous pensons, et après que l'on a pensé, on écrit un texte et on peut numériser le texte. On se met à parler, on peut numériser la parole. On fait des tableaux, on peut numériser les images. C'est encore très balbutiant à l'époque, mais en théorie, on doit pouvoir le faire. Peut-on aller plus loin? Peut-on numériser l'acte même de penser? C'est ça la question qui est posée. Et ces jeunes hommes disent, oui, sans doute. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la pensée? Chacun d'entre nous, nous pouvons nous interroger quand nous pensons. Comment nous pensons? Eh bien, il y a dans notre esprit
une série de concepts, mais les concepts, ils se présentent sous la forme un peu d'une série d'images, d'une série d'éléments de texte. Ces idées, ça prend cette forme-là. Ils se réassemblent et ils aboutissent à une image mentale nouvelle, qui est une idée nouvelle. Eh bien, si une idée peut se ramener à une image mentale qui est obtenue par la combinaison d'images initiales, dans l'acte de la pensée, puisqu'on peut numériser les images, pourquoi ne pourrait-on pas numériser la pensée? Et ce qui sort comme affirmation de ce collège, de cette école d'été, c'est si l'on développe techniquement les machines, et si on connaît assez bien la méthode qu'utilise le cerveau pour penser, il n'y a pas de raison que les machines n'arrivent pas elles aussi à penser. Et évidemment, c'est là une intuition incroyable. Quand on y réfléchit, c'est pas si bouleversant que cela, en effet. Il y a une certaine logique dans cette manière de poser des questions. Pourquoi voudriez-vous que la manière dont fonctionne le cerveau, qui aboutit en effet à ces images mentales, ne puisse pas être numérisée si on numérise autrement les textes, les images, n'importe quoi? Et si on remplace le cerveau qui recombine ces images par des machines qui recombinent ces images numérisées, pourquoi n'aurait-on pas à peu près l'équivalent de la pensée? Tout ça, c'est très bien, mais évidemment, on est très loin d'avoir de quoi confirmer cette intuition des jeunes Américains de 1956. Tout simplement parce que les méthodes informatiques, les premiers ordinateurs sont tout de même assez poussifs, et parce qu'on connaît encore assez peu de choses du mode de fonctionnement du cerveau. Mais c'est ça qui a évolué. Cette évolution se fait en deux temps. Le premier temps que vous avez suivi, dont vous avez entendu parler, mais je vais un peu préciser les choses. Le premier temps, c'est une extraordinaire explosion des moyens techniques. Ces moyens qui permettent de faire passer un courant ou de l'arrêter, et donc de créer un langage 0 ou 1. Les premières lampes, et puis les transistors. Ces transistors, on commence à les mettre sur des supports, des petits supports carrés par exemple, et dans les années 1970, on arrive à mettre 2000 transistors sur une plaquette carrée d'1 centimètre. Donc vous voyez, un transistor, c'est ce qui permet d'aligner des 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, et suivant la suite de ces deux nombres, de délivrer un message. Il y a un véritable code, comme le morse. Le morse, c'est pareil. On peut tout dire normalement en morse, et le morse, c'est évidemment court, long, et on peut tout dire en morse. Et bien, avec 0 et 1, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a rien vraiment de surprenant. Aujourd'hui, dans ces circuits intégrés, c'est le nom, ces transistors, ce ne sont plus des lampes, vous le savez, c'est basé sur les particularités du silicium. On est à peu près à en mettre 40 milliards. Sur une plaquette d'1 centimètre de côté, on arrive à mettre presque 40 milliards de transistors. Ça veut dire que le nombre de successions de 0 et 1 est considérable. Et donc, évidemment, que le potentiel de codage d'un seul carré d'un centimètre est extraordinaire. Or, on peut les empiler, naturellement. Imaginons qu'on les empile pour faire un cube. On en met une centaine sur 1 centimètre. Donc, vous avez un carré avec 40 milliards, et puis sur 1 centimètre de hauteur, il y en a 100. Vous avez dans
ce cube, vous avez à ce moment-là 4000 milliards de transistors. 4000 milliards, c'est intéressant, parce que dans 1 centimètre cube de notre cerveau, il n'y a pas tellement plus de connexions synaptiques. Il y en a 10 000 milliards. On arrive aujourd'hui, pratiquement, à la même densité de transistors que la densité des synapses dans le cerveau. Vous voyez la comparaison, la machine et le cerveau humain. Or, cela ne s'arrête pas, puisqu'il y a une loi tout à fait empirique qui prétend que la puissance des puces, et donc la puissance des ordinateurs, va doubler tous les 2 ans. Très rapidement, il y aura dans 1 centimètre cube de matériel électronique plus de transistors qu'il y a de connexions synaptiques, c'est-à-dire de liaisons entre les neurones, dans 1 centimètre cube de cerveau. C'est-à-dire que, quantitativement, la technique aura dépassé ce que la vie a créé. Aujourd'hui également, pour donner un deuxième chiffre montrant combien l'évolution a été rapide, en 1970, la vitesse d'opération de ces premiers circuits intégrés était de l'ordre de quelques centaines, quelques milliers d'opérations par seconde. Aujourd'hui, on est à 93 millions de milliards d'opérations par seconde, quasiment à 100 millions de milliards d'opérations par seconde, et l'on devrait atteindre 1 milliard de milliards d'opérations par seconde dans les années qui viennent. Ça, c'est sans doute beaucoup plus rapide que ce que notre cerveau est capable de faire. Sans doute beaucoup plus rapide. Je m'arrête à ces 2 progrès techniques, car ils vont permettre la mise en place de la première phase de la construction de l'intelligence artificielle, qui a la grande particularité d'être totalement sotte, d'être totalement inintelligente. On l'appelle intelligence artificielle, mais c'est très surfait. Et c'est très immérité, car ces systèmes sont en réalité très bêtes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la conjonction de 3 progrès techniques, fruits de l'imagination humaine. Premier progrès technique, celui que je vous ai dit. Cette extraordinaire performance, ces circuits intégrés, cette densité de transistors, cette rapidité opérationnelle. Et donc, compte tenu de cela, il y a une telle capacité de codage que sur des petits volumes, des ordinateurs extrêmement miniaturisés, on arrive à déverser une quantité de données humaines considérable. Ces données innombrables sont les big data. Nous sommes à la période des big data. Sur une clé USB minuscule, vous pouvez quasiment, aujourd'hui, dans les nouvelles clés USB, quasiment avoir un film entier. Vous avez un livre, aucun problème pour décharger un livre sur une clé USB, etc. Et on se met par conséquent à emmagasiner sur ce matériel toutes les connaissances humaines que l'on peut y déposer. Alors, qui le fait? Ce sont des petites mains. Énormément en Inde, au Bangladesh, dans d'autres pays, relativement peu payés. Des femmes et des hommes passent leur travail, ils sont payés pour ça. Ils déversent les connaissances humaines, qui sont sur d'autres supports, ils le déversent sur ce matériel informatique. Et les big data, ça n'est qu'un concentré de connaissances humaines. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas d'intelligence propre du système. Ce sont des humains qui ont acquis toutes ces connaissances, et encore des humains qui, manuellement, en réalité, déversent ces connaissances dans les machines. Deuxième élément de cette phase, qui est encore la phase actuelle, mais que l'on a dépassée, c'est la possibilité d'aller interroger ces données innombrables
tellement innombrables que, évidemment, c'est une jungle dans laquelle on est incapable de se mouvoir, par des systèmes logiques mathématiques qu'on appelle des algorithmes. Ça fait très longtemps que la conception d'algorithme, qui est une méthode mathématique permettant de réaliser une tâche particulière, que des algorithmes, la notion d'algorithme existe, mais là, c'est utilisé en quelque sorte pour aller prospecter cette mine immense de données emmagasinées dans le système informatique. La troisième grande caractéristique, eh bien, c'est le développement des réseaux. Internet, toutes les connexions. Et toutes les connexions, maintenant, qui sont venues se surajouter. La télésurveillance, les satellites, et cela veut dire aujourd'hui, comme tous nous utilisons du matériel connecté, tous nous sommes télésurveillés, à Nice beaucoup, mais partout, à vrai dire, dans le monde. De toute façon, il y a des satellites s'il n'y a pas de caméra de télésurveillance. Que tous, nous avons bien obligatoirement à utiliser des ordinateurs. De plus en plus, d'ailleurs, quand on fait des déclarations d'impôts ou autres, on ne pourra pas les faire autrement qu'en utilisant un ordinateur. On est connecté. Eh bien, il suffit, il n'y a pas de limite, même quand ça semble d'aucun intérêt, il suffit que on emmagasine passivement, pour le cas où, et vous verrez, la totalité de ces données de votre vie quotidienne. Et donc, on est dans un monde où des systèmes, à la mémoire immense, à la capacité, elle n'est pas illimitée naturellement, mais elle est tellement considérable qu'elle est presque illimitée, se mettent à emmagasiner toutes les données de l'activité humaine jadis, mais en plus, les données insignifiantes de votre vie personnelle. Chaque fois que vous téléphonez, chaque fois que vous utilisez Gmail, Google Mail, chaque fois que vous baladez, chaque fois que vous commandez quelque chose sur ordinateur, chaque fois que vous cliquez, etc., ce sont des données, et ces données sont emmagasinées, passivement. Il n'y a même pas besoin d'un Big Brother. Après tout, c'est vous qui le faites. Vous pourriez très bien être dans une île déserte et n'avoir aucun appareil connecté. Et donc, c'est vous qui vous foutez à poil. On ne l'a pas commandé. Mais tous on se fout à poil. Et donc, il y a toutes ces données. Et ça a commencé de totalement révolutionner le monde. Avant la troisième phase que je vais avancer ensuite. Ça a commencé de révolutionner le monde dans la réalité. Ce matin, je donnais l'exemple des grandes encyclopédies qui réunissaient les articles des gens les plus compétents dans tous les domaines, de telle sorte que quand on cherchait une information, on allait dans ces grandes encyclopédies. Et ça fait très très longtemps, dès les années 90, avant les années 90, fin des années 80, que, avec beaucoup de lucidité, certains se sont dit, mais il n'y a pas plus compétent que tel ou tel spécialiste, mais si on considère l'objet de leurs compétences, honnêtement, des quantités infinitésimales de ce qu'ils savent doivent être partagées chez les gens. Et si on arrive à prendre cette quantité infinitésimale d'une connaissance chez des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, alors on doit avoir un corpus de connaissances qui dépasse le corpus de connaissances de n'importe quel grand spécialiste. Et ça, c'est Wikipédia. Et c'est la fin des encyclopédies, dès les années 90. La notion de la compétence élective a été battue en brèche, et cela continue par ce que vous vivez naturellement, qui est l'ubérisation du monde et de la société. Quand Blablacar remplace les chauffeurs, évidemment, c'est la compétence d'un métier de chauffeur qui est remplacée par cette plateforme participative. Quand Airbnb remplace les hôteliers, de la même manière. Et cela commence à se faire dans un nombre croissant de métiers avec tous les problèmes que vous connaissez, sans doute à propos desquels vous vous êtes déjà mobilisé. Donc, uniquement cette utilisation des masses de données
Et la capacité du fait de la connexion, de réunir tout cela sur des plateformes participatives, sans que la machine soit intelligente, elle est totalement bête, à commencer de révolutionner le monde. C'est très vexant d'ailleurs, parce que à ce moment-là, on s'est rendu compte que pour beaucoup de tâches, une machine totalement stupide, mais puissante, l'emportait sur notre brillante, notre subtile intelligence. Souvent, je dis que le monde a connu des vexations. Première vexation lorsque on s'est rendu compte qu'il n'était pas au centre de l'univers, mais sur une planète qui elle-même tournait autour du Soleil et ensuite dans l'univers. Géocentrisme à l'héliocentrisme. L'homme était bien au centre maintenant, et il est totalement en périphérie. Ensuite, on pensait que l'homme était tout de même la créature privilégiée de Dieu, créée à son image, comme lui. Alors, si jamais l'on est croyant, c'est au moins par le mécanisme de l'évolution que l'on observe et que l'on tient l'humanité. Et donc, il tombe de son piédestal. Il lui restait la conviction qu'il était au moins, grâce à l'évolution, à la maîtrise de lui-même, de son agir. Mais la psychanalyse nous a dit que le ça agit au moins autant que le moi, et qu'on est agi autant qu'on agit nous-mêmes. Les phénomènes inconscients, les phénomènes instinctifs, agissent pour une part extrêmement importante dans tout ce que nous faisons. Troisième grande vexation. Et voilà maintenant, quatrième grande vexation. La sotte machine massivement quantitative l'emporte sur la subtilité de notre brillante intelligence dans la réalisation de beaucoup de tâches. Mais on pouvait quand même se consoler, car je vous l'ai dit, tout ça quand même, c'est un concentré d'intelligence humaine. Il n'y a rien au niveau intellectuel qui soit créé par la machine. Ce que fait la machine, c'est qu'elle concentre l'intelligence humaine de millions et millions de personnes et qu'elle l'utilise à toute vitesse. Mais ça reste de l'intelligence humaine. Cette intelligence artificielle, en réalité, n'est pas du tout artificielle, c'est de l'intelligence humaine. Et c'est vrai également de ce qui a été considéré comme très perturbant, également dans les années 90, donc vous voyez, ça a commencé à se transformer il y a longtemps, lorsqu'IBM a fait la démonstration de son ordinateur et de son programme joueur d'échecs, Deep Blue, qui, vous le rappelez, a battu Garry Kasparov. Il était fort, Garry Kasparov. Et qu'une machine batte le champion du monde des échecs dans un jeu où le hasard n'a aucune part, a été très traumatisant. Mais on n'aurait pas dû être traumatisé. Car en réalité, c'est normal. C'est quoi Deep Blue? Deep Blue, c'est l'expérience de jeu de dizaines, de centaines de grands maîtres. Plus une mémoire phénoménale et plus une rapidité d'utilisation de cette mémoire qui outrepasse la nôtre. Évidemment qu'elle est abattable. Mais la mémoire, les mémoires et les stratégies sont des mémoires et des stratégies humaines. Les algorithmes sont des algorithmes humains. Et Deep Blue ne fait que nous refiler à toute berzingue des jets d'intelligence humaine concentrés. Et donc, on n'aurait pas dû en être trop déstabilisé. Vous allez voir, on aurait tort de rester tout à fait confiant. On aurait tort. Les choses vont un tout petit peu se compliquer. Le monde est transformé déjà par ces techniques du massivement quantitatif très sot. Déjà, c'est la fin, pratiquement, de la possibilité réelle de conserver une vie privée. Ce monde-là, qui est déjà celui dans lequel on vit, est un monde où l'intimité a pratiquement disparu. On n'a le droit à la vie privée que dans le cas où on n'intéresse personne. Oui, ça, si on n'intéresse personne, si on voulait, on saurait tout, mais comme on ne veut pas parce qu'on n'a strictement aucun intérêt, on peut considérer qu'on est tranquille. Mais dès lors que l'on accède à un poste important sur le plan politique, sur le plan économique ou autre, et que ça devient intéressant, n'importe qui devient incroyablement fragile. Incroyablement.
D'autant plus qu'une des conséquences de ces mémoires incroyables, c'est que ce qui nous rassurait jadis, on a tous eu des engagements, et des fois, on n'est pas toujours extrêmement satisfait des engagements de 30 ans auparavant. Et on a dit des conneries. Mais bon, 30 ans, on a dit des conneries dans un autre moment. Bon, pour l'essentiel, on pouvait l'oublier, quoi. Aujourd'hui, on n'oublie jamais rien. Aujourd'hui, le droit à l'oubli a totalement disparu. Ce qui est terrible pour la vie politique. C'est terrible. C'est une révolution considérable. On peut toujours, lequel d'entre nous n'a pas fait ou dit une connerie? On peut toujours, si on le veut, aller la repêcher, puisque tout est emmagasiné, rien n'est oublié, jamais. Il suffit réellement de le vouloir. Ça a transformé également, et ça posait une question par rapport à la liberté. Grâce à ce monde que je vous ai dit, Big Data, algorithme, connexion, la méthode qui est utilisée aujourd'hui pour connaître les mécanismes, par exemple, c'est surtout à des fins économiques que sont utilisés les Big Data, surtout cela. Pourquoi Google a-t-elle une telle puissance? Elle garde-t-elle ses data dans un centre qui est protégé comme la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, c'est Fort Knox pratiquement? C'est parce que c'est un intérêt commercial considérable. Et pourquoi c'est un intérêt commercial considérable? C'est parce que, comme chacun d'entre nous, en réalité, vous n'allez pas être étonné, on fait toujours la même chose à peu près. Toutes les femmes et tous les hommes varient un peu sur un thème, mais ils font toujours la même chose. C'est pour ça qu'on peut faire d'ailleurs des sondages, c'est pour ça qu'on peut faire des statistiques, etc., etc. Si on sait comment les gens ont vécu, on sait comment ils agiront, et ce qu'ils voudront, et ce qui les intéressera. Et alors, avant même qu'ils y aient pensé, on leur proposera. Évidemment. L'exemple que j'aime bien compter est celui des méthodes pour connaître quel est le goût, ce qui intéresse en termes de services ou de biens, les femmes enceintes. Jadis, on faisait une enquête à partir d'une centaine de femmes enceintes. Les sociologues, les psychologues le faisaient. Ils faisaient un rapport qu'ils remettaient aux différentes firmes qui essayaient d'adapter leur marketing à ces données, indiquant, voyons, les femmes enceintes, elles ont des envies de cet ordre-là, elles ont tel ou tel besoin. Aujourd'hui, dans le cadre de la grossesse ou autre, c'est plus du tout ce qu'on fait. Comme il n'y a plus vraiment de confidentialité, il n'y a aucun problème pour essayer de repérer 10 000, 100 000 femmes qui ont un test de grossesse positif, et on se met à les suivre dans tous les détails de leur vie, du matin jusqu'au soir, tout ce qu'elles font. Même avec les satellites, les plantes, les fleurs qu'elles cultivent dans leur jardin. Ce qu'elles cliquent, les sites qu'elles vont voir, à qui elles téléphonent, etc. Et tout ça, ça fait des masses de données pendant 8 mois de la vie de ces femmes enceintes. Et à partir de ces données, ben, on demande à des spécialistes de faire des algorithmes. Et une fois que l'algorithme il est fait, utilisant ces données, on applique l'algorithme sur des femmes dont on ne connaît pas le statut. Et bien cet algorithme, c'est le cas aujourd'hui, arrive à détecter entre 95 et 98% des femmes enceintes, même quand elles ne le savent pas. Voilà. Donc c'est la réalité aujourd'hui du monde dans lequel nous vivons. Alors, immédiatement, pour ne pas vous traumatiser dans la durée, vous pourriez éplorer, en conclure que définitivement la liberté n'existe pas, puisque Google, par exemple, ou un autre qui est dépositaire de ces données, sait ce que les femmes enceintes vont vouloir avant même qu'elles-mêmes aient conscience qu'elles le voudront. Et c'est vrai, hein, ça se passe comme ça. Ça se passe réellement comme ça. Mais ce serait une mauvaise manière de raisonner. Et l'expérience que je vous ai donnée est plus rassurante d'une certaine manière que déstabilisante. Je m'explique. Si vous y réfléchissez un peu, on vous dirait que dans 95%
de vos actions, vous ne faites que répéter ce que vous avez déjà fait. Tous les jours, vous levez, vous brossez les dents, vous mangez, vous faites toujours la même chose. Et on vous dirait que néanmoins, dans 2 à 5% de vos actions, vous êtes originaux, vous trouveriez que c'est un pourcentage pas si mal que ça. Eh bien, c'est ça que reflète l'étude que je viens de vous rapporter. Il existe quand même un espace d'irréductibilité, malgré cette connaissance de ce que font les femmes enceintes. Eh bien, il y en a encore 2 à 5% qui agissent différemment. On ne sait pas ce qu'elles vont faire. On ne sait pas. Elles expriment leur liberté. Voilà. Il reste, d'après cette étude, il reste un espace pour la liberté. Et puis, parallèlement à tout ce que je vous ai dit, les études de neurobiologie, la compréhension du fonctionnement du cerveau pour arriver à penser, a fait des progrès considérables. Et en particulier, imaginons que je sois devant la jeune fille à la perle de Vermeer, ou une reproduction. C'est pour moi un des plus grands tableaux du monde. Donc, je vais commencer par regarder les signaux captés par mon œil, transmis par mon nerf optique, vont aller redessiner l'image sur mon lobe occipital du cerveau, en arrière de mon cerveau. Ensuite, cette image, transformation du signal de mon œil au niveau du lobe occipital, va être envoyée à une autre région de mon cerveau, qui est la région de la pensée, pour que je lui donne un sens. Et comme j'ai déjà vu bien des fois des reproductions et aussi le tableau, je vais appeler d'autres informations qui sont dans d'autres régions de mon cerveau, une région qu'on appelle l'hippocampe, peu importe, qui sont profondément enfouies dans le cerveau. La mémoire, donc la perception, la pensée, l'appel de la mémoire, l'enrichissement de la pensée. Une des fois où j'ai vu la jeune fille à la perle, je tenais la main d'une femme dont j'étais éperdument amoureux. Et chaque fois que je vois la jeune fille à la perle, je vois également cette femme et la passion que j'avais pour elle. Alors immédiatement, je vais appeler d'autres régions de mon cerveau, qui sont les régions de l'émotion. Éventuellement, cette émotion, dans le domaine amoureux, va créer un émoi sexuel, qui se manifestera au niveau de mon corps, éventuellement. Et donc, vous voyez que n'importe quelle pensée se fait en traitant une information à différents niveaux. Eh bien, des équipes, dans les années 2009-2010, suivant les préconisations, suivant la vision des jeunes de Dartmouth en 1956, se sont mis à configurer des systèmes de transistors, de puces intégrées, extrêmement puissants de la même manière, de telle sorte que des informations, des signaux, soient traités par une couche de transistors, puis le résultat de ce traitement envoyé dans une deuxième couche, une troisième, une quatrième, des centaines, des milliers de couches. On a doté cet ensemble de propriétés qui ressemblent un peu à la mémoire. Qu'est-ce que nous finissons par apprendre? Est-ce qu'on nous rabâche? Ben oui. Première fois, on ne retient pas toujours, à part s'il y a une émotion puissante. Mais quand ça se reproduit, eh ben, on a retenu. Et puis, quand deux événements se reproduisent tout le temps, par exemple, je cite la fille, elle me donne une gifle. Première fois, c'est un accident. Et puis, quand j'aurai reçu 20 gifles après avoir sifflé 20 filles, je saurai qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait de citer la fille et de recevoir une claque totalement méritée. Et je vais en conclure qu'il ne faut pas citer les filles. Ça se passe comme ça. Hein. On peut me l'apprendre aussi, mais le mieux, c'est l'expérience.
Et on s'est rendu compte que, grâce à ces algorithmes, ces machines en plusieurs couches se mettaient à faire la même chose. Elles se mettaient à apprendre et à déduire de ce qu'elles apprenaient. C'est-à-dire que, cette fois-ci, et pour la première fois, ce que la machine proposait était plus important que ce que l'on y avait entré. L'idée que la machine ne fait que déverser ce qu'on y a entré, mesdames et messieurs, elle n'est plus vraie. Elle n'est plus vraie. Voilà, il y a une valeur ajoutée. Et ce qui le démontre de manière absolument extraordinaire, c'est le nouvel avatar de Deep Blue, l'ordinateur joueur d'échecs, transposé au jeu de Go. Le jeu de Go est beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs, puisque, dit-on, il y aurait, pour ceux d'entre vous qui avaient des réminiscences mathématiques, il y aurait 10 puissance 500 ou 10 puissance 600 positions possibles à considérer. C'est-à-dire plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers entier. C'est proche de l'infini, pratiquement. Donc, le jeu de Go est très compliqué, et là encore, on voit bien que la capacité, la vision, l'intuition humaine, avec l'expérience, vont intervenir. Une autre société qu'IBM, quoique liée à IBM, qui est DeepMind, esprit profond, développe et présente, fait une démonstration il y a 4 ans de cela, en 2015, d'un programme, d'un ordinateur qu'elle appelle AlphaGo. AlphaGo, un joueur, une machine, joueur de Go. On a rentré dans AlphaGo les stratégies des meilleurs joueurs de Go du monde, plus mémoire, rapidité qui a encore considérablement progressé depuis le temps, évidemment, de Deep Blue 1990, et opposé au grand maître incontesté coréen du jeu de Go, AlphaGo le bat. Mais de la même manière, d'une certaine manière, il ne faut pas en être trop troublé, car avec les nouvelles possibilités, AlphaGo n'est qu'un concentré encore hyper concentré d'intelligence humaine. C'est des stratégies de grands joueurs de Go qu'on a mis dans la machine, ce sont des algorithmes que l'on a mis, etc. Dès l'année d'après, on fait autre chose. La même société, DeepMind, propose un nouvel ordinateur qu'il appelle AlphaGo 0. Pourquoi 0? C'est que ce nouvel ordinateur a des connaissances extrêmement rudimentaires sur le jeu de Go. Il en connaît les règles, mais il n'y a jamais joué. On a rentré dans la machine aucun souvenir, aucune stratégie d'aucun joueur humain de Go. Mais cette machine est dotée des programmes d'apprentissage profond, deep learning. On fait jouer cette machine, on la sépare en 2 parties, on la fait jouer contre elle-même, et elle joue contre elle-même environ 43 millions de fois en 4 jours. Elle fait que ça, pas besoin de dormir, elle fait que ça. Au bout de 4 jours, elle a atteint un tel niveau de jeu qu'elle bat les grands maîtres internationaux. Et ce qui est plus troublant, voyez-vous, et ce qui vous montre que l'on a franchi un cap, c'est que quand on demande aux grands joueurs internationaux battus par la machine, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont vous avez été battus? Ils répondent, la machine nous a étonnés. Ces coups-là, on n'y aurait pas pensé. On n'y aurait pas pensé. Et maintenant, on va considérer la machine et on espère augmenter notre niveau de jeu grâce à l'apprentissage de la machine. Une inversion totale. Ici, la masse de données sur le jeu de Go, les stratégies, ce ne sont pas les humains qui l'ont déversé à partir de l'expérience des grandes parties de grands maîtres. C'est la machine qui l'a développée elle-même de manière autonome. Comment a-t-elle fait? Elle a joué au départ contre elle-même extrêmement mal. Elle pouvait, sa partie gauche, sa partie droite, ça ne veut rien dire, enfin peu importe, gagner ou perdre, mais après chaque partie, très rapidement, elle analysait son jeu, sa partie. Elle en tirait des conséquences. Et
elle les utilisait pour jouer mieux. Et ainsi de suite, 43 millions d'emplois. Emmagasinant une quantité énorme de données et devenant le maître des grands maîtres. Les stratégies, les algorithmes ont été développés de manière autonome, même si évidemment l'humain y a mis des algorithmes d'apprentissage profond. Il n'empêche. C'est qu'à partir de là, on peut considérer que l'intelligence artificielle est peut-être devenue vraiment intelligente. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment révolutionnaire, et c'est le monde actuel, et c'est le monde dans lequel nous nous engageons. Ce monde est fabuleux, parce que la vitesse de progression est inouïe, parce que la densité des transistors peut encore augmenter, beaucoup, et donc ça veut dire des machines plus rapides, plus puissantes, etc., etc. Et parce que, à partir d'un certain degré de miniaturisation des transistors, on arrive à quitter le monde de la mécanique classique pour rentrer dans le monde de la mécanique quantique, qui est un monde étrange, qui obéit à d'autres règles que la mécanique classique, et dont les propriétés, si elles arrivent à être maîtrisées, sont fabuleuses en informatique. Je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique, j'en serais incapable, mais simplement parce que je suis persuadé que vous pouvez parfaitement comprendre ce qui est en jeu. La base de la mécanique quantique, vous savez, ça date du début du XXe siècle, des premiers travaux, Max Planck, c'est 1906, hein, je crois, 1905, 1906. Les débuts de la mécanique quantique, par conséquent, viennent d'études, en particulier, sur la lumière. Et on s'est demandé, est-ce que la lumière peut être des particules? Et de fait, il semble bien que la lumière soit des particules, parce que quand on prend une plaque photosensible et qu'on projette de la lumière sur la plaque photosensible, on voit que les signaux sont discontinus. Donc ce qui est discontinu, évidemment, sont des particules qui bombardent. Une onde, c'est continu. Mais ensuite, on a dit, bon, si ce sont des particules, et qu'on projette une particule simplement sur un écran où il y a plusieurs trous, et bien la particule, elle passera dans un trou, dans un autre. Et bien non, la particule passe dans tous les trous à la fois. Ça veut dire que la lumière n'est pas qu'une particule, c'est également une onde. La matière, à un très petit niveau, fondamentalement la matière, entièrement, ne peut pas être considérée uniquement comme de la matière, elle est en même temps et de la matière et une onde électromagnétique. D'ailleurs, on le sait bien, elle est de la matière et de l'énergie. Il y a une dualité de la matière. Et une onde, elle, évidemment, elle peut être à deux endroits à la fois. Et donc, une des propriétés de la mécanique quantique qui s'exerce sur les états extrêmement divisés de la matière, c'est que un objet quantique peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Et donc, si on reprend mes transistors qui connaissent 0 ou 1, la plus petite unité d'un ordinateur, on appelle ça, vous savez, un bit BIT. Et pour les bits quantiques, on appelle ça un qubit. Un bit classique a deux positions, 0 ou 1. Un qubit, un bit quantique, il a 0, 1 et une infinité de positions entre 0 et 1. Ce qui augmente extraordinairement la possibilité de l'ordinateur. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 0, 1, 1, 0 à toute vitesse, naturellement, et puis il y en a tout plein qui font en même temps. Mais c'est séquentiel. L'ordinateur quantique, en théorie, du fait de cette superposition des états, peut tout faire à la fois. Et donc, ça ouvre des perspectives encore absolument immenses. Et ça ouvre également des perspectives dans un autre domaine, c'est qu'il y a une autre propriété que je n'essaierai pas de vous expliquer parce que je ne suis pas sûr de la comprendre tout à fait, mais les mathématiciens en ont fait cette hypothèse qui a été démontrée expérimentalement. Lorsque vous avez un photon, donc un grain de lumière, une onde électromagnétique et un grain de lumière sont les deux. Un photon qui se sépare en deux photons, ainsi donc, qui s'éloignent l'un de l'autre. Quelque chose se passe tel que les propriétés des deux photons, même très éloignés,
reste intriqué. Tout ce que vous faites à l'un, vous allez le faire à l'autre, même à des centaines de kilomètres de distance. Ça, c'est très intéressant en informatique parce que dans l'utilisation des ordinateurs, des communications, un des défis considérables, c'est la sécurité, le piratage. Ce qui se joue est considérable, évidemment, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, d'un point de vue médical, tout ce que vous voulez. Et donc, pirater, c'est le danger, on peut toujours pirater, vous le savez bien. Mais si on utilise, si on arrive à maîtriser les propriétés d'intrication des particules quantiques, eh ben, chaque fois qu'on touchera un bout de la chaîne, on modifiera l'autre bout de la chaîne, et donc on ne pourra pas intervenir à l'insu du plein gré de ceux qui envoient un message. Niveau de sécurité absolument considérable. Or, les premiers ordinateurs quantiques, très balbutiants, sont rentrés dans le domaine commercial. IBM vend 100 microsecondes comme unité de vente d'utilisation d'un ordinateur quantique. Et donc, personne ne peut dire jusqu'où on ira, honnêtement. Des questions se posent à ce niveau auxquelles je suis incapable de répondre. La seule certitude, c'est qu'on ira très, 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 très loin. On est dans un processus d'une dynamique absolument impressionnante. Souvent, on oppose l'impossibilité pour cette intelligence artificielle d'avoir conscience d'elle-même. Non, une machine peut avoir conscience d'elle-même, c'est-à-dire conscience de l'unicité de cette machine. La machine sait très bien qu'un signal, celle qui l'a acquise 4 ans, 5 ans auparavant, il y a une notation, un co-signal, elle fait la différence entre ce qu'elle a elle-même élaboré ou bien ce qu'on a déversé. Et donc, en soi, la conscience d'elle-même d'une machine n'est pas une notion impossible. La conscience morale, c'est autre chose, naturellement. Mais la conscience d'elle-même d'une machine, c'est pas impossible. En réalité, il va rester une différence énorme entre cette prodigieuse intelligence artificielle qui est en train de se déployer et notre intelligence à vous, mesdames, messieurs, et à moi, c'est que nous avons un corps et que la machine n'a pas de corps. Or, nous pensons avec notre corps nous-mêmes. Je vous ai donné l'exemple de mon émoi à la vision d'une reproduction du tableau de la jeune fille à la perle. Mon corps, vous ai-je dit, il a participé pleinement. Il n'y a pas de raison humaine sans passion humaine. Ou alors c'est une raison inhumaine, âme humaine. La machine est dépourvue, en tout cas, d'un type d'émotion. C'est toutes les émotions qui dérivent du corps. On peut concevoir des émotions purement intellectuelles, peut-être accessibles à la machine, mais on sait très bien que beaucoup des émotions qui participent à notre pensée réagit, agit sur notre corps, l'état de notre corps agit sur notre pensée, ce sont des émotions en rapport avec notre corps. Ce qui va créer cette humidité de nos aisselles, cette moiteur de nos mains, cette rougeur de nos joues, cette tumescence de nos organes génitaux, ces écoulements, c'est tout ce que vous voulez, et bien évidemment, c'est un dialogue permanent entre l'esprit et le corps. Ça, c'est la pensée humaine. La machine n'a pas de corps. Et donc, d'une certaine manière, par exemple, pour créer de l'art, la pensée, des œuvres artistiques, si l'on en croit Picasso, on devrait être tranquille. Picasso nous dit l'art n'est pas chaste. S'il est chaste, ça n'est pas de l'art. Or, dépourvu de corps, la machine est désespérément chaste. C'est très facile d'imaginer des machines, même pas très élaborées, pour nous donner du plaisir, mais essayez donc de faire jouer une machine. Extrêmement compliqué. La machine est désespérément chaste. Et donc, il ne faut pas être trop rassuré quand même.
ne faut pas être trop rassuré parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas même entrer en compétition avec nos plus grands artistes. Mais pas de la même manière. Notre artiste, il va vibrer, il va frémir en créant. La machine va pouvoir agir de manière beaucoup plus bête. Elle a un potentiel extraordinaire pour se mettre à réarranger les artefacts à toute vitesse. Et donc, mettons une machine qui crée des tableaux. Elle mélange des couleurs, des formes à toute vitesse. Et puis, on a rentré dans le programme et elle a amélioré le goût des consommateurs. Et à chaque fois qu'un des artefacts, on en engendre 1 milliard toutes les heures. À chaque fois qu'un des artefacts correspond à peu près au goût des consommateurs, elle l'arrête. Et tous ceux qui ont passé la première sélection, on les remet en compétition. Cette machine sans sensibilité, peut-être, pourrait un jour parvenir à offrir des objets d'art ayant un succès considérable. Et récemment, un tableau numérique, un tableau fait par les machines, par l'intelligence artificielle, a été vendu 900 000 $. D'ores et déjà. C'est-à-dire, même ce monde-là de l'humain, même si ce n'est pas de la même manière, n'est pas totalement sécurisé. Donc, ce qui se passe est considérable. Cela pose des problèmes considérables pour l'homme. Il y a une des réactions à laquelle il ne faut pas s'arrêter. Ah, vous pourriez attendre de moi, et je le ferai volontiers, que je participe à votre inquiétude, à votre dénonciation, à votre révolte. Mais c'est horrible. En plus, c'est d'abominables, affreux capitalistes, c'est vrai, qui tiennent tout ça, qui rentrent dans notre vie privée uniquement pour faire du fric. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Il n'y a aucun problème. Mais comment faire pour l'empêcher? Est-ce qu'on a vraiment un moyen, aujourd'hui, de l'empêcher vraiment? Il faut développer les règles éthiques dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est très bien. Mais allez donc dire à Google, qui est plus puissant que l'immense majorité des États du monde, que ces règles éthiques doivent être les règles de son business plan. Et même, car Google est très engagé également dans l'idéologie du transhumanisme, dans la mobilisation de ces techniques pour développer ces desseins transhumanistes. Si vous avez le moyen de le faire, très bien. Et donc, in fine, une fois qu'on aura protesté, qu'on aura râlé, qu'on aura dit tous les malheurs qui nous attendent, la question est, comment vivre quand même? Il y aura un monde avec ces robots intelligents, ce nouveau monde, et nous. Tout d'abord, il y a évidemment un péril qui est beaucoup plus immédiat. C'est que la puissance de ces machines en fait des auxiliaires potentiels des dictatures les plus impitoyables d'une puissance qui n'a jamais été égalée. Et ça, il faut bien dire que l'exemple nous en est donné tous les jours par la Chine. La Chine est un immense pays de l'intelligence artificielle. Immense pays. Il y a deux grands pays de l'intelligence artificielle, les États-Unis d'Amérique et la Chine. La nouvelle intelligence artificielle, celle qui apprend. En Chine, plus que nous encore, il y a des systèmes de télésurveillance avec des systèmes de détection faciale, ce qui n'est pas si développé que cela chez nous. Il y a des freins, mais en Chine, pas du tout de freins. Et donc, les personnes sont non seulement pistées, mais encore, on les reconnaît. On les reconnaît à leurs empreintes digitales, à leur visage, à leurs pupilles, à n'importe quoi. Il y en a absolument partout. Et de manière automatique, les ordinateurs se mettent à voir toutes les incivilités des personnes. Quand elles ne traversent pas dans les clous, quand elles ont un comportement déviant, un comportement contestable. Tout cela se transforme en un système de notation, qui est de notation sociale. Et chaque individu est en train de se voir affecté d'une note correspondant
à ce qu'est le degré apprécié comme civilement correct par cette dictature qu'est, il faut bien le reconnaître, ce grand pays technologique, la Chine. Ça va très au-delà de tout ce qu'avait imaginé Big Brother, Orwell dans 1984. Très au-delà. Et donc, évidemment, ça, c'est un danger considérable. Quoi faire? Honnêtement, vous n'empêcherez pas une dictature d'utiliser cette méthode. La seule possibilité, là, elle est humaine, c'est de lutter contre la dictature. Là, il n'y en a pas d'autre. Je ne dis pas que c'est facile, mais il n'y en a pas d'autre. L'intelligence artificielle est l'exemple, ça vaut pour tous les domaines, de ce que mettre l'accent sur les nouvelles technologies, sur le fait qu'il faut les freiner, etc., parce qu'un homme méchant, un État méchant, une dictature pourrait les utiliser, connaît ses limites. Car en réalité, ça ne marche jamais. Si on ne veut pas qu'une dictature utilise des moyens techniques pour mal faire, le mieux encore, c'est d'essayer de lutter pour la démocratie contre les dictatures. Ce n'est pas une assurance touriste, évidemment, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour parler de la Chine, on est, à cause du développement de l'intelligence artificielle, face à un autre péril. C'est que toute cette nouvelle technologie, cette nouvelle industrie, ce nouveau monde, cette nouvelle économie, est basée non seulement sur le silicium, mais sur toute une série de composés que l'on appelle les terres rares, qui sont des minerais. 80% des réserves mondiales des terres rares se trouvent en Chine. Et le reste, pratiquement, en Afrique. Et l'Afrique est en train d'être achetée pan par pan par la Chine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, alors même qu'elle montre l'usage qu'elle veut faire pour le contrôle social personnalisé, généralisé de l'intelligence artificielle, qu'elle est la grande concurrente des États-Unis d'Amérique au point de vue de cette technologie, la Chine risque de se trouver dans une position de quasi-monopole quant à l'accès à cette matière première fondamentale dont l'avenir sera fait. Selon moi, il y a là un danger de guerre mondiale. Car évidemment, les États-Unis d'Amérique ne pourraient pas accepter de n'avoir pas accès à ce dont leur avenir et l'avenir du monde, de leur point de vue, dépendent. Si l'on parle d'évidentes rivalités entre la Chine et les États-Unis, ce qui me semble comme ça, évidemment, un peu, si vous voulez, de la stratégie du café du commerce, mais peu importe, ce qui me semble un facteur, quand on regarde les causes de guerre, souvent les accès aux matières premières, eh bien, l'accès aux terres rares et la position de la Chine, c'est un vrai danger. Et de fait, aucun pays au monde ne pourrait accepter qu'un pays ait le monopole absolu de ce qui va conditionner une grande partie du monde qui est en train de se construire. Vraiment, strictement aucun. Et puis, cela étant dit, et ce sera en termes de conclusion, nous sommes donc dans ce monde étrange, considérable, qui va bouleverser tous les métiers. Parlons intelligence artificielle, création, destruction d'emplois. On ne va pas raconter de blagues. L'intelligence artificielle détruira des dizaines et centaines de millions d'emplois. Voilà. On le voit bien, hein, quand vous avez les grands centres aujourd'hui d'Amazon, ils sont quasiment automatisés avec une main-d'œuvre très faible. Ceux d'entre vous qui travaillez dans les banques, vous savez que déjà pour le back-office, le niveau inférieur de la banque, le travail, tout ça est automatisé et que la diminution des personnels et délestage de personnel, on a déjà une réduction de plus de 50% des employés dans le back-office. En haut de l'échelle, le trading
suivre les marchés de plus en plus électroniques. Il y a très très peu d'humains qui font du trading. C'est vraiment un trading de l'ordinateur. D'abord, il faut réagir tellement rapidement que le 100 millième de seconde est la bonne unité, pratiquement. Donc, il n'y a pas d'humain qui soit capable de faire ça. Et on est en train également d'automatiser des fonctions plus spécialisées, parce que, évidemment, l'intelligence artificielle, elle devient très intelligente. Et donc l'idée que l'intelligence humaine va pouvoir être un rempart extrêmement important contre elle n'est pas appelée à être un rempart indestructible. Ça va de soi. Et ce que je dis de ce domaine, c'est évidemment vrai des caisses de supermarchés, c'est vrai, ça sera vrai des véhicules à conduite automatique, autonome, etc. Non, ça va détruire des centaines de millions d'emplois. Il faut appeler à chercher. Mais ça peut en créer aussi. C'est sûr que dans ce monde absolument étrange, où il y aura toujours des humains, il y aura un besoin de développer, peut-être dans les mêmes proportions, en tout cas, outre les métiers liés au développement de ces machines, de ces systèmes, il y aura besoin de développer tous les métiers d'accompagnement. Parce que comme la machine n'a pas de corps, et même si on fait des robots humanoïdes pour remplacer les aides-soignantes, les soignants, etc., honnêtement, ça ne remplacera jamais l'empathie, la solidarité, la chaleur, l'éclat des yeux entre des humains. Voilà, l'émotion fondamentale, ça ne peut pas le remplacer. Or, de ces métiers d'accompagnement liés à l'avancée en âge de la population moyenne, à la déstabilisation, etc., il y en aura besoin énormément. Et donc, si on regarde en termes d'emploi à proprement parler, on pourrait se dire, eh bien, ma foi, peut-être que les nouveaux emplois, plutôt dans le tertiaire d'accompagnement, pourraient compenser une incontestable diminution des emplois dans la production elle-même. Mais là, il y a un problème, et là, je reviens, je ne vais pas faire politique, parce qu'honnêtement, j'ai fini par ne pas voter pour lui, en plus. Bon. Quand Benoît Hamon c'est le seul qui a eu cette vision, lors de la dernière campagne électorale, a attiré l'attention sur ce fait, et il a indiqué que si la seule taxation du travail était sur le travail humain, vu que l'essentiel du travail productif allait se passer de l'homme, on allait absolument à une impasse. Et qu'il faille taxer le travail productif non humain, en réalité, est une absolue évidence. Et la seule possibilité d'avoir les fonds nécessaires pour rémunérer ces nombreux emplois d'accompagnement de tertiaire indispensables, ça sera de taxer le travail productif, mais même quand l'homme n'y est pas impliqué. Et ça, je crois que quand vous discutez avec les personnes, tout le monde en convient en réalité. Derrière les faux semblants, tout le monde en convient. Par rapport au travail, il y a un autre danger qu'on perçoit relativement mal pour le travail productif. L'essentiel du travail productif, même intellectuel d'un certain haut niveau, sera pris en charge de plus en plus par des machines. Peut-être qu'au sommet de la créativité, peut-être que la particularité de l'intelligence humaine, avec l'implication de sa sensibilité, de son émotion, peut-être que dans ce qu'on appelle l'intuition géniale, peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas sûr, peut-être que l'émotion intervient. Et peut-être que, au maximum de la présentation, de l'utilisation, de la possibilité d'émergence de ce que j'appelle une fulgurance créatrice, il faudra des humains. Pour le reste, les machines feront certainement l'affaire. Mais si on en arrive maintenant aux cantonniers, aux métiers de très bas niveau de qualification, ou bien aux gens qui bêchent, etc., des machines peuvent très bien le faire. Sauf que ça coûtera moins cher de le faire faire par des humains que par des machines. Pendant très longtemps. Et donc, il y a un risque important qu'une partie importante du travail productif humain reste cantonnée au travail bas de gamme, aboutissant à une sous-qualification tout à fait dangereuse du travail humain dans ce domaine-là.
Alors, pour terminer, ce monde, il se met en place. Je ne dis pas qu'il faut l'appeler de nos voeux. On peut s'en désoler, le regretter, mais de toute façon, il faudra bien vivre avec. Eh oui, il faudra bien vivre. De toute façon, il y a un objectif qui restera fondamental pour nous, qui est partagé, je pense, par tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? C'est une vie où on a l'impression d'avoir été heureux, quoi. Alors, on ne peut pas être heureux sans participer au bonheur des autres. L'altérité, l'altruisme fait partie du bonheur. Mais il n'empêche que quelqu'un que ça ferait chier vraiment d'aider les autres, eh ben, il n'aiderait personne, jamais. C'est-à-dire, tous, chacun d'entre nous, on cherche le bonheur. Le bonheur, il ne se limite pas, on va dire, au plaisir intense qu'a le grand exégète quand, lisant un texte d'Héraclite, il retrouve un texte qu'il arrive à traduire et qu'il arrive à comprendre. Honnêtement, vous et moi, et même lui, parfois le corps, et plus prosaïquement, il participe au bonheur, naturellement. Et si le corps est la relation des corps, des femmes et des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, les interactions, l'amitié, le rire, la tendresse, les caresses, tout ça, l'émotion, la marche, tout ce qui implique le corps. Si cela participe au bonheur humain, vu que la machine n'a pas de corps, on ne pourra pas compter sur la machine pour être humain. On ne pourra pas compter sur la machine pour être heureux. On ne pourra pas compter sur elle. Et donc, il faut bien qu'on le prenne à notre compte. Cette machine-là, elle est prodigieuse. On va essayer de s'en servir autant qu'on peut, d'en pâtir autant qu'on est capable de lui résister. Mais si on essaye d'être heureux, nous impliquant totalement, corps et esprit, dans la communion avec le corps et l'esprit réellement d'autrui, c'est nous que cela regarde. Ce ne peut être réellement la machine. Avec un danger, c'est que quand on réfléchit à la structure du bonheur, j'ai fait une bonne bouffe. Voilà, j'ai fait un repas superbe, arrosé par un Haut-Brion 1947, qui n'est pas bouchonné. Un cheval noir, un pommeral, cheval blanc. Quelque chose, une romanée confiée. Voilà. Un château d'Yquem. C'est un bonheur fantastique, mais coûte cher, oui. Ou bien, j'aime cet homme, j'aime cette femme, on s'aime. Notre amour est physique et au moment où nous nous aimons, il y a quelque chose d'intense qui se passe, l'orgasme sexuel. Que ce soit la satisfaction de ma château d'Yquem, de mon cheval blanc, de mon Haut-Brion, tout ce que vous voulez, ou bien de l'orgasme sexuel, c'est assez bref quand même comme plaisir. Très bref pour l'orgasme, mais ça ne dure pas très très longtemps pour la bouteille qu'on cite assez rapidement. Et donc, si le bonheur et le plaisir n'est pas considérablement lié à la pensée que l'on a, à l'idée que l'on va s'aimer, à l'idée que l'on va déguster cette bouteille. Et ensuite, non pas simplement au souvenir, on n'a jamais un souvenir précis d'une expérience sensorielle, surtout orgasmique. On ne se rappelle rien, c'était que c'était bon. Mais tout le reste, la pensée se développe. Il n'y a pas de bonheur sans pensée. Il n'y a pas de bonheur humain sans pensée humaine. C'est totalement impossible. Or, voyez-vous, là, il y a un risque considérable. Lorsque on a commencé à monter sur un cheval, ensuite des bicyclettes, des motocyclettes, des voitures, des avions, ben, l'homme a cessé de vouloir aller aussi vite que les engins. Et donc, il a même à un moment donné quasiment cessé de marcher en prenant des véhicules pour faire 500 mètres. C'est pas mon cas, je vous promets. Enfin, ça a existé.
C'est sûr que les machines à penser qui sont en train de se développer sont incroyablement impressionnantes. Elles sont follement performantes. Et je ne sais même pas jusqu'où elles pourront aller, mais elles iront très loin. Si de la même manière, nous sommes à ce point impressionnés par leur puissance, que nous en arrivions à cesser de penser. Comme parfois on a l'impression que nos ados le font, scotchés à leur tablette. Alors là, même le bonheur humain ne serait plus possible. Et donc, un des défis de ce monde de l'intelligence artificielle, et un défi collectif et personnel, il est que chaque humain, très tôt, que l'enseignement y intervienne, ose, se force à penser. C'est la condition, c'est une qua non, et il peut alors y arriver pour que dans ce monde-là, il puisse encore poursuivre cette voie qui est la voie du bonheur. Merci beaucoup. Déjà à présent, mais et M. Kant, ce ne sont pas des machines qui vont vous poser des questions. Peut-être qu'il y a quelques machines cachées par là. Monsieur, j'arrive. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que la machine pourrait faire du sens à ce qu'elle fait? Trouver du sens à ce qu'elles font. C'est très compliqué. C'est très compliqué de vous répondre. Si une machine, par un programme initial qui lui a été développé par un humain, est programmée pour trouver à s'améliorer, avec un risque, si elle ne s'améliore pas, d'être détruite, déconnectée. Cette machine-là va essayer de s'améliorer, on va la connecter avec d'autres machines, elle va interagir avec d'autres machines, et on peut imaginer que celles qui subsisteront, c'est une forme de darwinisme, de sélection naturelle, ce seront des machines qui auront été capables de développer leur potentialité, leur capacité dans l'interaction avec d'autres machines, et donc qui pourront trouver un grand sens à leur amélioration, puisque sinon elles disparaîtraient. Et pourront même développer une forme de connivence, c'est-à-dire une appréciation de l'intérêt qu'il y a pour elles d'échanger avec autrui. Alors évidemment, l'importance d'autrui est l'un des éléments de la pensée morale. Donc on peut même imaginer des scénarios un peu limites où quelque chose de l'ordre de ce que vous dites est possible. Maintenant, si le sens, et c'est souvent le cas, est un sens qui est lié au plaisir et au plaisir du corps, évidemment la machine en est incapable. Madame Rebonjour, puisque c'était ce matin. Merci. Simplement une question sur votre proposition finale. Que préconiseriez-vous pour que nous restions des roseaux pensants? Alors, je pense que là, il y a un élément très important dans le système éducatif. C'est-à-dire que c'est pas facile à faire, naturellement. On connaît très bien les liens de suggestion entre l'informatique, les jeunes, mais il faut absolument que l'on se penche de manière extrêmement vive sur la possibilité d'utiliser ce que peuvent apporter les tablettes, et elles peuvent apporter beaucoup, réellement, sans risquer d'aucune manière, tout simplement par des exercices avec des systèmes de récompense, sans que cela aboutisse d'aucune manière à une réduction de l'exigence de créativité par les enfants. Il faut absolument que dans les devoirs que l'on donne, dans ce que l'on fait, il y en ait de plus en plus qui impliquent
la vraie créativité de l'enfant, à proprement parler, ce qui ne peut pas passer par la machine, ce qui lui permet d'obtenir un résultat et une satisfaction. De telle sorte que cette évidence que ce travail-là, il lui advient et adviendra de le mener, persiste et soit totalement intégré. Faire en sorte que, malgré la puissance des machines à penser, nous aussi, on ait plaisir à penser. Juste une précision, donc cette conférence a été filmée dans les 48 heures, vous pouvez recevoir par YouTube et par les Amis de la Liberté, mais pour que les personnes qui ne souhaitent pas paraître, de nous informer pour qu'on ne vous filme pas, voilà, puisqu'il nous est arrivé à des conférences où des personnes ne souhaitaient pas paraître dans nos vidéos. Monsieur, il y a madame. C'est fantastique ce que vous nous avez fait comme conférence. Et vous avez pris en dernier l'essentiel, l'être humain. Et l'être humain, vous avez parlé de la pensée, il a aussi la pensée qui pense, la conscience. Et il a un libre arbitre personnel qui le rend responsable de ses pensées, de ses actes, ne peut pas être une machine. C'est pour ça que quand vous avez pris de regarder ou écouter une musique, celui qui écoute une musique avec son oreille analytique, il aura un ressenti des émotions qui seront très fortes. Mais celui qui écoute une musique avec son oreille intérieure, il aura des sensibilités fantastiques, parce que l'humain a des potentialités énormes. L'humain. Et ne serait-ce que par la pensée qui pense. Et on peut dire que l'humain, en dernier ressort, la machine ne pourra pas le dompter. Merci. Donc effectivement, toutes les émotions impliquant le corps, ce qui est le cas, moi, quand je suis confronté à la beauté extrême, je le dis dans mes livres, il m'arrive assez fréquemment, pas tout le temps, mais assez fréquemment, ce que j'appelle l'épreuve du sublime, de me mettre à pleurer comme une madeleine. Quand c'est d'une beauté incroyable, cela m'émeut à ce point que je n'ai pas une source, un éventail extraordinaire de manifestations de mon sentiment à ma disposition, et que je mobilise le pleur. Pas du tout un pleur de douleur, mais un pleur de plaisir absolument considérable. La machine ne sera pas capable de cela. Et c'est la raison pour laquelle notre intelligence est humaine et que la considérable intelligence de la machine est artificielle. Artificielle mais considérable. Je voulais vous poser la question concernant la guerre économique entre la Chine et les États-Unis actuellement pour le 5G. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, honnêtement, il faudrait demander, il y a des excellents spécialistes, ça illustre les extraordinaires progrès qui sont réalisés par la Chine. Pourquoi la guerre existe-t-elle? C'est que pour le déploiement de la 5G, Huawei, la société chinoise, est en avance. Elle est même en avance sur les Américains, qui vont le développer, qui vont rattraper, ils sont tout à fait en capacité. Elle est réellement en avance. Et donc les États-Unis décident d'essayer de protéger ce qu'ils considèrent comme un élément essentiel de leur indépendance, et peut-être même avec des données stratégiques, en freinant la mise en œuvre par la Chine et l'utilisation par la Chine de l'avantage de compétitivité lié à son avance. Et comment le fait-il? Par des mesures d'interdiction, de droits de douane, d'interdiction. Or, les États-Unis ont encore une force importante, c'est que, d'un point de vue économique pour la Chine, elle ne peut pas se passer du marché américain. Il y a un jeu particulier entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. C'est que la Chine a environ 17% de l'encours de la dette étrangère des États-Unis. Donc des
milliards de dollars. Et on pourrait dire, si la Chine se mettait à revendre ses bons du trésor américains, immédiatement, cela ferait baisser le prix de ces bons du trésor, cela réenchérirait considérablement les intérêts sur les emprunts américains et le déstabiliserait. C'est vrai, mais une des conséquences de la crise économique des États-Unis d'Amérique serait l'effondrement de la Chine. Car les États-Unis d'Amérique sont le principal consommateur et utilisateur de la technologie chinoise. Donc on est dans un système, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Vous voyez? Et il y a extrêmement peu de chances que la Chine utilise cette arme de dissuasion massive économique que serait la vente de ces bons du trésor américain. Donc, malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est compliqué, je ne veux pas faire le manichéisme, mais le volontarisme brutal de Trump dans cette affaire-là, comme un peu en politique étrangère, brutalité sans arrière-pensée, totale, pourrait encore avoir une certaine efficacité, momentanément. Voilà. Les Américains sont mauvais joueurs. Comment? Les Américains sont des mauvais joueurs. Oui, ben, ils ne veulent pas jouer, ils veulent gagner. Ou en l'occurrence, ils ne veulent pas perdre. Bonsoir. Moi, ma question, ce serait juste pour le futur, vu que tout va devenir des machines, et quand ils disent que... Nous, on ne va pas du tout devenir des machines, non. Le problème, c'est qu'on sera entouré de machines, mais nous, on sera bien des humains. Oui, je sais, mais ils en parlent beaucoup de la puce qui va remplacer la monnaie. Est-ce que c'est vrai ou... Oui, que les puces remplacent la monnaie, il n'y a pas de difficulté. Mais est-ce qu'on sera obligé... La question que vous posez, c'est celle du transhumanisme. Voilà. Est-ce qu'en réalité, il restera encore des humains? Et est-ce que le cerveau humain ne sera pas une forme de cyborg avec des puces électroniques intégrées dans notre cerveau pour le démultiplier ou l'assujettir? C'est l'un des modèles du transhumanisme. Le transhumanisme, qui est l'apparition de nouveaux lignages humains améliorés de propriétés, avec des gains de propriétés particulières, peut se faire par des modifications génétiques ou bien par des interfaces avec l'intelligence artificielle et tout ce monde du numérique. En réalité, je ne suis pas très convaincu de la probabilité de ce scénario-là. Pour quelle raison? C'est que, d'un point de vue économique, d'un point de vue efficacité, il n'y a absolument pas besoin de ça. Les machines sont tellement puissantes que créer un hybride homme-machine n'apporte aucun avantage. Ça ne fait pas mieux le business. Ça n'a aucun intérêt particulier. Aucun intérêt. Des humains qui aident à développer ces machines qui ensuite s'autonomisent quant à l'apprentissage en améliorant leurs capacités, il n'y a absolument pas besoin d'intérioriser cela dans un cerveau humain. Et donc, cette idée d'un développement généralisé de cyborgs cérébraux où tous les humains auront des puces intégrées, personnellement, ça me laisse sceptique. Mais en effet, c'est l'un des scénarios que certains proposent. Bonsoir. D'abord, je tiens à vous dire que je remercie l'association, et puis je vous remercie, M. Kahn, parce que les sujets que vous avez abordés, tout le monde, ça échappe à personne dans la salle, sont d'une très grande importance. Et il faut venir ici pour qu'on puisse échanger, écouter d'abord, et échanger sur ces sujets qui sont pourtant bien d'actualité. Et quand on sait, par exemple, vous avez parlé de Google, quand on sait que Google ne paye déjà pas ses impôts, comment aujourd'hui lui imposer de l'éthique? Mais j'y reviens un peu plus tard. Je vais essayer de ne pas être long, mais je serai peut-être un peu dans le désordre, parce que je me suis noté des choses au fur et à mesure de votre intervention. Vous nous avez dit un moment, alors, je vais surtout parler de la fin de votre propos. Vous nous avez dit un moment,
ne pas faire de politique, j'ai compris votre message, mais c'était pas l'affiche, c'était pas ce qui était prévu, mais tout autant, vous nous avez dit, c'est le capitalisme qui détient les ficelles. Vous nous avez parlé aussi de la Chine, je l'attendais parce que vous ne l'avez pas cité au même moment, et la Chine, c'est pas, elle joue du système capitaliste, mais elle s'annonce comme étant un autre régime. Et vous nous avez dit, il faut lutter contre les dictatures, parce que vous nous avez d'abord dit, ça peut être des objets terribles aux mains de dictateurs. Bon. Mais moi, j'ai un peu une vision un peu différente. Je vois bien comme vous les millions d'emplois qui peuvent disparaître, mais je me dis aussi, il y a quelque chose que vous avez oublié dans votre démonstration, c'est que le capitalisme, il a quand même besoin de clients. Et ce n'est pas les machines qui vont consommer. Donc, quelque part, il va falloir qu'ils trouvent des équilibres là, pour qu'il y ait encore des consommateurs. Ceci étant, ce n'est pas ce que je souhaite personnellement, mais sur ce que vous avez dit à la fin de votre propos, moi j'ai quelques remarques. Je pense par exemple que effectivement, c'est dès l'école qu'on peut apprendre des choses, penser, se mettre à garder notre identité d'humain, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui sortent, qui prennent notre relief en ces temps où ces évolutions s'annoncent, ou commencent. C'est que par exemple, quand au niveau des syndicats, ça fait plus de 30 ans que certains syndicats, notamment je pense à la CGT, a avancé l'idée qu'il fallait faire payer les robots. Au passage, une remarque aussi pour ceux qui seraient un peu naïfs là. Quand on nous a fait amener les robots, on a vécu une première vague là, de suppression d'emplois massive. Seulement, je me fais une remarque toute bête, sans doute, mais le prix de la voiture, il n'a pas baissé. Hein. Le prix de la voiture, il n'a pas baissé. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, donc faire payer les robots, mais la question de la réduction du temps de travail, elle prend une autre dimension aussi aujourd'hui, à la condition que les gens se rassemblent et agissent pour l'obtenir. Voilà, merci encore pour votre exposé. Merci. Alors, il y a plusieurs propos. D'abord, il y a des considérations, des souhaits et des appels à la mobilisation, à la vigilance, par lesquels vous avez terminé votre propos. Donc, je n'ai rien à dire. Je suis d'accord. Rien dans mon propos n'a laissé supposer qu'un jour, les machines allaient évincer les humains. Rien. Je vous ai dit que le business model principal aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'était le monde économique et c'était les consommateurs. C'était l'assujettissement des consommateurs. C'était la satisfaction des consommateurs. Une machine aujourd'hui, je ne vois pas comment elle pourrait le faire, elle ne permet pas à ses possesseurs de gagner de l'argent sur une autre machine. Le possesseur humain d'une machine gagne de l'argent sur des humains. Et ça restera totalement le cas. L'exemple de la Chine est intéressant pour ce qui est de l'utilisation. On voit très bien que, compte tenu de l'ampleur des moyens disponibles, que ces outils sont entre les mains de très grandes puissances. L'une de ces puissances, c'est l'argent, et le mécanisme économique, la concentration, sont les GAFAM classiques. Ces énormes consortiums économiques d'une puissance inouïe, dont la capitalisation boursière dépasse tout ce que l'on a connu auparavant. Et puis, en Chine, avec l'outil de cet intérêt industriel, de cette compétitivité, etc., c'est entre les mains d'une autre puissance qui est une puissance politique et une puissance d'assujettissement. D'une certaine manière, imaginons que la Chine n'ait pas utilisé le système du capitalisme d'État si elle n'était pas devenue une dictature communiste libérale, car c'est un peu cela qu'elle est devenue. Elle aurait le même désir d'assujettissement des citoyens, on l'a bien vu du temps du maoïsme,
mais elle n'aurait jamais eu les moyens techniques et scientifiques pour développer ces moyens d'assujettissement. Et ce qui fait l'extraordinaire puissance de la Chine et le danger, qui d'une certaine manière est plus immédiatement redoutable même que le danger de cette dépendance des consommateurs du pouvoir qu'a sur eux Google ou les autres GAFAM, c'est que le mécanisme capitaliste a été un élément d'une extraordinaire explosion économique de la Chine qui donne des moyens incroyables à un projet politique dictatorial et totalitaire. La Chine, profondément, c'est cette conjonction extraordinairement originale, à vrai dire. On n'a jamais vu cela à ce niveau-là. Plus cet élément qui est un peu le hasard, il se trouve qu'elle est elle-même assise et elle augmente même son siège sur la source des matières premières dont tout cela est fait. Voilà. S'il vous plaît. Oui, moi je pense que nous sommes en train de devenir des machines dans la mesure où nous sommes pétris entre instinct et matelas culturel qui devient de plus en plus formaté justement par ce système. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre que j'ai donné pour être heureux, mais c'est également pour rester humain, était de ne pas renoncer à penser. Un formatage extrême serait un formatage où il n'y aurait plus de place, même pour ces 2 à 5% d'originalité dont on est capable, qui serait considéré comme une anomalie scandaleuse, réellement. Et si se développe une pensée autonome humaine dans ce monde de robots intelligents dont on ne peut méconnaître et l'existence et la puissance, c'est également, in fine, un moyen de lutter contre le formatage. Et quand je vous ai dit qu'au niveau de l'éducation, cela revenait à essayer de valoriser considérablement tout ce qui implique la créativité pure chez les enfants, au même titre réellement que l'apprentissage. Et très tôt, cela tout simplement, c'est que dans cette créativité, il y a quelque chose qui est une arme intellectuelle contre le formatage. Vous avez parlé de sentiments, vous avez parlé d'amour, de solidarité, d'empathie. Mais on voit de plus en plus notre société envahie par ce qu'on appelle les jeux vidéo. Et c'est un véritable fléau de plus en plus dans ces générations. Les jeunes, par exemple, qui très vite se voient confrontés à la violence qui est banalisée. Et vous voyez aussi un autre phénomène, c'est grâce au smartphone, au téléphone portable, des gens qui assistent dans la vie quotidienne parfois à des scènes de violence. Et au lieu de venir en aide à son prochain, eh bien, il se contente tout simplement de filmer. Alors, est-ce que là, il n'y a pas un danger, justement, qu'il y a une véritable distance des gens envers les autres, qu'on s'en fout littéralement les uns des autres, qu'en fait, on est juste un spectateur, et que l'être humain devient juste un jeu vidéo. Vous avez raison, mais on est relativement même ici en deçà de l'intelligence artificielle dont j'ai parlé à proprement parler. Il y a un phénomène qui est tout à fait particulier, mais qui procède un peu de ce que j'ai évoqué quand même. De tout temps, il y a eu dans les groupes de jeunes, même il y a des centaines d'années, il y a eu un désir d'assimilation et d'imitation. Les modes chez les jeunes ont existé bien avant l'intelligence artificielle. Quand c'était la mode des pattes d'éléphant, on avait des pattes d'éléphant. Quand c'était maintenant, c'est la mode des jeans déchirés. Tout le monde a des jeans déchirés. Je trouve ça complètement con. Je ne sais pas pourquoi on achète un jean et plus il est déchiré, plus il coûte cher. Je trouve ça aberrant. Enfin, c'est comme ça et tout le monde a un jean déchiré. Et donc le moment à partir duquel se sont développés ces moyens de communication, les vidéos, quand il s'agit de montrer qu'on fait comme tout le monde, d'une certaine manière, qu'on imite, c'est un moyen de diffusion de cette propension au mimétisme des jeunes
qui en effet est redoutable, qu'il faut savoir contrecarrer. Le phénomène qui consiste à se filmer en train d'agresser est là un phénomène qui n'est pas nouveau réellement, mais qui va profiter des connexions, des films. Ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence particulière, il y a un abêtissement des jeunes, mais l'agresseur, il y a une forme de... c'est le mal humain absolu. L'homme est capable d'un mal dont l'animal non humain n'est pas capable. L'animal non humain peut très bien dévorer un enfant, une femme, mais enfin, il n'en éprouve pas un plaisir particulier, il exprime sa nature, il le boulotte, et puis voilà. Alors qu'un agresseur peut torturer et se sentir enivré par la puissance que lui suggère l'affolement de la victime, la détresse de la victime. L'agresseur prête des états mentaux à sa victime, il la voit totalement déstabilisée, il voit qu'il a une totale domination sur elle, et cela lui donne une idée de sa puissance. Et ce qui se joue avec les smartphones et les films, c'est il veut montrer aux autres combien il est puissant. Ce n'est pas un phénomène qui est vraiment nouveau, ça existe depuis bien avant l'intelligence artificielle. Mais vous avez raison, il prend une nouvelle forme. La raison pour laquelle je ne l'ai pas abordé, c'est qu'il faudrait parler des modifications sociales de tous ces outils, c'est que c'est plutôt la transformation d'un phénomène psychologique que l'on connaît malheureusement trop bien, qui fait partie des ressorts de la violence. Oui. Donc moi, il se trouve que j'ai pratiquement 55 ans, et quand j'étais tout jeune, j'ai vu un film d'anticipation qui, à mon avis, était à la fois prémonitoire et prophétique, qui s'appelait 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ce que ce film montrait bien, c'est que l'ordinateur n'est pas forcément le meilleur ami de l'homme, mais pas de manière, pas avec une intention malveillante, mais plutôt parce qu'il suit sa logique de manière inéluctable et inébranlable, et on ne peut pas l'avoir au sentiment, on ne peut pas le feinter, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que de plus en plus, dans la société qui s'annonce, les êtres humains vont être amenés à interagir non pas directement avec d'autres êtres humains, mais de plus en plus avec des machines intelligentes. Donc ça, c'est le premier point de mon interrogation. Le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune machine, de la même manière que tout être humain est destiné à mourir, toute machine, à un moment ou à un autre, est destinée à tomber en panne. Et les machines sont de plus en plus complexes. Et quelquefois, notamment les ordinateurs dotés d'intelligence artificielle, de plus en plus, ce ne sont plus des êtres humains qui élaborent les codes de ces ordinateurs, mais d'autres ordinateurs. Et ces ordinateurs fonctionnent en réseau les uns avec les autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment ou à un autre, on arrive à des pannes que les êtres humains n'arriveront pas à résoudre et qui seront diffusées de manière virale de machine intelligente à machine intelligente? Alors, il y a deux questions différentes, effectivement. L'une est, est-ce que la fiction de 2001 Odyssée de l'espace, qui est l'autonomisation hostile d'un ordinateur, est envisageable? C'est une question qui est posée régulièrement dans les conférences de cet ordre. Cela renvoie à la question que je n'ai pas abordée, comme ça, qui est la grande question de ce qu'on appelle la singularité. Chez les spécialistes de l'intelligence artificielle, la singularité serait le stade de développement technologique où, de manière autonome, la machine pourrait continuer de se développer et de fabriquer d'autres machines sans intervention de l'homme. Elle serait arrivée à un tel stade, en réalité, que le lien de dépendance aurait été rompu. Honnêtement, ça, c'est une question de science-fiction. Je suis totalement incapable de répondre si c'est possible ou pas. Dans 2001 Odyssée de l'espace, évidemment, c'est dans l'optique où on a atteint un stade de développement tel que la singularité a été franchie, a été dépassée. Ça, je ne peux pas
du tout pour répondre. Pour l'autre question qui est plus prosaïque d'une certaine manière, il n'y a pas de doute que tout tombe en panne, notamment les machines. Et d'ailleurs, on sait combien nous sommes totalement démunis lorsqu'il y a des attaques virales permanentes, des fois des attaques d'une extrême gravité sur les chaînes d'ordinateurs, et une partie de la guerre entre les grandes puissances, pas simplement économique, même stratégique, est une guerre par perturbation des réseaux d'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, les moyens qui sont utilisés pour le contrecarrer est la multiplication des doublons, des systèmes de sécurité. Ce qu'on peut faire, effectivement, relativement, avec les machines, mais avec un problème qui est majeur et qui me permet d'aborder une question fondamentale que je ne vais pas aborder parce que je n'y ai pas pensé. Elle est pourtant fondamentale, qui est la question de la consommation d'énergie. Tout ce monde est incroyablement consommateur d'énergie. Incroyablement consommateur d'énergie. Et pour que ce monde se développe, comme j'ai dit, il faut trouver des sources d'énergie, peut-être grâce à l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui outrepassent beaucoup ce que l'on connaît aujourd'hui. Le photovoltaïque, avec des rendements atteignant 40-50%, l'énergie du soleil est normalement immense, des systèmes, des couplages entre du photovoltaïque et des grands centres, et c'est d'autant plus exigeant que vous avez attiré l'attention sur le fait que pour éviter ces pannes gigantesques, que l'on n'évitera jamais à tout coup, mais pour essayer d'en diminuer la gravité, la fréquence, on multiplie tous les niveaux de contrôle. Et tout est dupliqué, tripliqué, pratiquement. Et évidemment, quand on duplique et triplique, ça fait plus d'énergie. Et puis surtout se développe un système avec l'argent numérique, d'ailleurs. Se développe un système que l'on appelle le blockchain, qui est une transformation fondamentale des structures d'échange numérique dans le monde. Traditionnellement, lorsque l'on échange, eh bien, il y a toute une série d'utilisateurs qui dépendent d'un serveur central, et on va d'un utilisateur périphérique au serveur central, à un autre, etc., etc. Il y a ces immenses serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Le danger, naturellement, le danger extrêmement important, c'est le manque de confidentialité. Et par exemple, pour ce qui est de l'argent numérique, les bitcoins, c'est comme ça s'appelle, pour l'argent numérique, on voit bien qu'aucun émetteur d'argent numérique n'aura confiance à un système qui dépend d'un serveur central dont il n'a pas la maîtrise. Évidemment, il ne pourrait pas. Si bien que ce système a proposé un autre modèle où, en théorie, il n'y a plus de serveur central, mais simplement une chaîne de blocs, et chaque utilisateur a pratiquement l'équivalent de son serveur. Il est autonome. Et par conséquent, quand il émet de la monnaie numérique, alors personne ne peut interférer avec son émission, en théorie. Et ce principe est en train de se généraliser. Mais il est incroyablement plus consommateur d'énergie que le système classique, avec un centre par lequel passe la totalité des communications. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un problème qui n'est pas résolu. Il y a le problème des terres rares, et puis il y a le problème des sources d'énergie, qui est un assez redoutable défi. Pour tous les gens qui ont travaillé dans des grandes sociétés avec des systèmes informatiques extrêmement importants, on sait très bien, et ça n'a rien à voir avec Google ou les grands serveurs, on sait très bien que les systèmes de réfrigération qui doivent être utilisés sont absolument immenses. Parce que même si dans chaque élément ce sont des quantités infinitément d'électricité, à partir du moment où vous avez
millions de milliards d'éléments qui travaillent en même temps, eh ben, ça fait des millions de milliards de quantités infinitésimales d'électricité, ça fait beaucoup de chaleur, ça fait beaucoup d'énergie. Voilà. Et donc, il y a là encore un défi, je ne pouvais pas parler de tout si vous voulez, mais votre question m'a permis de l'aborder. Une question que je voudrais vous poser. D'abord, merci énormément pour cet exposé très clair. Moi, j'ai tout compris. Et vous avez parlé, vous avez fait froid dans le dos par moment en nous parlant de la Chine et de cette intelligence artificielle. Moi, j'ai vu une petite éclaircie dans ce que vous avez dit. Vous êtes passé assez vite d'ailleurs. C'est le bien-être. Vous avez parlé du bien-être à la fin. Et je me dis qu'après tout, est-ce qu'on n'arrive pas à une période où on en a assez un peu d'être manipulé, de subir une économie de marché, de voir que rien n'avance, on va encore se faire avoir de tous les côtés, que ce soit le TAFTA ou que ce soit d'autres grandes entreprises qui vont se manifester. Et est-ce qu'il y a des gens maintenant qui ont un autre style de vie que l'ordinateur d'ailleurs permet de travailler un peu à l'extérieur des grandes villes, un peu à l'extérieur de cette société de consommation, et peut-être que c'est une éclaircie qu'on pourrait avoir, mais vous y êtes passé vraiment très vite là. Alors c'était pas votre propos. En fait, j'en ai parlé ce matin à propos de la médecine. En fait, évidemment, les bienfaits de ces machines intelligentes sont considérables. Il n'y a pas de doute qu'appliquée à la médecine remplira mieux son rôle principal quand même, qui est de guérir. Il n'y a aucun doute. Il n'y a strictement aucun doute là-dessus. Les progrès sont et seront considérables. Un médecin, ce matin je racontais un épisode qui m'est arrivé, où je ne sais pas à mon avantage. Un médecin peut faire une erreur de diagnostic. Pratiquement une machine ne le pourra plus. Parce qu'elle est d'une objectivité totale, qu'elle envoie souvent ou pas souvent, aucun problème, elle ne pourra plus. Et donc le diagnostic avec ces machines sera un diagnostic tout à fait sûr. La multiplicité des éléments, les recherches sur des phénomènes extrêmement complexes devraient considérablement profiter de la potentialité pour étudier les systèmes complexes des ordinateurs quantiques lorsqu'ils seront vraiment accessibles. Si l'on veut modéliser les méthodes pour essayer vraiment d'agir sur l'augmentation du climat, on est bien obligé de faire appel à des machines. Des énormes machines de modélisation sont les seules capables de nous indiquer quelles sont les meilleures pistes, etc., etc. Donc il n'y a aucun doute que cet outil de l'homme en particulier peut bien sûr être au service de l'homme. Voilà. C'est un des éléments, mais même s'il est au service de l'homme, la question restera importante. Est-ce qu'il sera au service de l'homme humain? C'est-à-dire de l'homme vibrant, de l'homme pensant, de l'homme interagissant, car c'est au service d'un homme, en réalité, figé, pratiquement gelé dans sa confrontation exclusive avec des êtres inanimés, avec une diminution du lien qui fait société, ça n'est pas un bien-être qui nous plairont. Si le travail collectif est remplacé par un travail individualisé, tranquille à la campagne, avec la machine, il y a un des éléments fondamentaux de la société qui disparaît. Lorsque les gamins, les gamines, au lieu de les voir faire les fous ensemble, on les voit chacun dans son coin, dans leur piole, avec leur iPhone, on se dit quand même que c'est dommage. Donc, évidemment, tout est complexe. Et j'ai évité, dans ma présentation, tout catastrophisme et tout manichéisme. Maintenant, j'ai voulu donner des éléments à penser, des éléments à comprendre et des éléments à penser. Et bon, on peut peut-être arrêter là, quand même. Hein. Voilà. Parce que moi, une conférence, j'en ai déjà fait une comme ça ce matin. Hein. Pensez aux conférenciers.